nouveau Fabien Ancel, donc le directeur de l'école. Très heureux de vous accueillir dans cette école d'architecture et de paysage, car c'est une école qui offre la double formation. Même si cet après-midi, nous n'allons parler que de la formation architecture, il y a quand même un lien. Donc, il y a un diplôme en architecture, un diplôme en paysage. On va parler du diplôme en architecture, mais évidemment, il y a un lien entre les deux formations. Donc le déroulé de la journée, vous êtes déjà bien au courant, vous êtes passé dans la pyramide, dans les ateliers, là vous êtes dans la conférence, donc je passe rapidement. Des études absolument passionnantes, pluridisciplinaires, tournées vers le projet, sur les métiers de demain liés à la transition environnementale. Je vais très vite parce que les enseignants en parleront beaucoup mieux que moi, mais vraiment c'est des études extraordinaires dans un site qui, on va pas dire extraordinaire, mais très qualitatif. Sachez que vous êtes dans un monument classé. Cette école est classée au-dessus de l'architecture contemporaine remarquable du XXe siècle. Donc venir ici, c'est déjà faire acte d'architecture. Il offre beaucoup de qualité intérieure, extérieure, donc c'est très agréable pour étudier. C'est une école qui fait de la formation initiale, de la formation spécialisée, mais aussi de la recherche, évidemment. Et on accompagne les étudiants, plus de 1000 étudiants inscrits, une centaine d'enseignants-chercheurs, 60 accords de coopération internationale, beaucoup d'échanges internationaux et 3 laboratoires de recherche. Une petite image, mais vous avez déjà sans doute découverte ce matin. Nos ressources, une médiathèque, un système d'information très élaboré, un atelier maquette à disposition des étudiants. Et puis vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, site internet, Instagram, Facebook, LinkedIn. Voilà, donc sans plus attendre, on va vous présenter le contenu de la formation. Des étudiantes, en l'occurrence, sont là pour répondre à des questions. Les associations étudiantes absolument passionnantes viendront parler à la fin de cette présentation. J'ai demandé à mes collègues de l'administration, des enseignants-chercheurs, d'être synthétiques, parce qu'on a vu ce matin, vous avez beaucoup de questions très concrètes, très pratiques sur le Parcoursup, l'inscription, comment on intègre. Donc on essaiera d'y répondre du mieux possible. Voilà, donc c'est à vous que j'ai la parole. Donc Madame Dubourg-Toumieux, responsable de la scolarité, et dans un duo, trio, quatuor, quintette avec les enseignants, va faire une présentation et les étudiantes du contenu de la formation pour que vous en ayez une idée un peu plus précise et des modalités d'accès. Marie-Elisabeth, c'est à vous. Bonjour à tous. Bonjour à tous, je suis moi aussi ravie de vous accueillir à l'école et de vous présenter nos formations. Donc cet après-midi, c'est de la formation architecture. Je vais présenter un PowerPoint qui est un peu institutionnel, mais surtout je demande aux étudiantes qui sont avec moi d'intervenir quand elles ont envie de compléter. Puis les enseignants vous présenteront leur champ disciplinaire aussi. Voilà. Alors, donc le métier d'architecte, eh ben, il peut s'exercer dans le secteur public ou privé et il débouche en fait sur beaucoup de métiers, pas seulement la maîtrise d'œuvre, bien que ce soit la partie majoritaire bon, c'est pas grave. Donc assistance à la maîtrise d'ouvrage, aménagement, urbanisme, design, expertise, conseil, enseignement et recherche aussi. Les enseignants en parleront. Donc des métiers très divers en fait. L'accès au premier emploi, donc les chiffres sont plutôt positifs. 56% des diplômés sont embauchés sans aucun délai, directement après l'obtention de leur diplôme, et 77 excusez-moi, accèdent à leur premier emploi dans un délai de 6 mois. Alors, bien que tout à l'heure je disais le contraire, mais quand même 8 diplômés sur 10 exercent leur activité en agence d'archi, dans 2 domaines particulièrement, la conception architecturale et la réhabilitation. Alors, on va distinguer un petit peu. Voilà. Ah non, c'était en paysage, pardon. Voilà. Donc, comment s'organise la formation ? On m'a demandé d'aller un peu vite. Alors, on pourra, si vous voulez intervenir, vous le faites. Donc, la formation architecture, au contraire de celle de paysage, pour ceux qui étaient là ce matin, je crois que j'en ai vu, donc, est organisée de manière très classique sur le schéma LMD. Donc, un premier cycle de 3 ans qui vous permet d'obtenir le diplôme d'études en architecture qui vaut grade de licence. Ce diplôme donc, est suivi par le master, enfin disons le diplôme d'état d'architecte, un cycle de 2 ans, et qui vous permet d'obtenir le grade de master également. Donc, schéma très classique. Pour ceux qui le souhaitent, le doctorat en architecture est tout à fait autorisé, et d'autres types de formations, mais je pense que c'est peut-être un peu tôt pour en discuter, mais voilà, d'autres types de formations post-diplôme sont offertes par l'école également.
Alors, le cycle licence, il se déroule en 3 ans, on l'a dit, donc 6 semestres. Pardon. 6 semestres qui sont composés de manière vraiment réglementée sur les normes européennes. Alors, le haut de la... Ouais, je sais pas comment on enlève ça, là. Bon, c'est pas grave. Donc, chaque année, donc, par Parcoursup, on recrute 95 étudiants et il y a un petit complément de... Merci. Voilà, en général, on a autour de 110 étudiants en première année. Bon, pour cette année, c'était un petit peu moins. Pourquoi avoir mis ces chiffres-là? C'est juste pour vous dire que, en fait, ce qui est compliqué pour rentrer en architecture, c'est de rentrer en architecture dans une école d'architecture. Mais une fois que vous y êtes entré, franchement, vous êtes accompagné et, sauf si vous souhaitez vous réorienter ou autre, en général, vous arrivez à la fin à votre diplôme d'architecte. Donc ça, c'est plutôt très encourageant. Il n'y a pas de sélection non plus entre la licence et le master, comme il peut y en avoir à l'université, notamment. Voilà, on est sur un cycle. Alors oui, on m'a dit David. Donc, normes européennes, donc ICTS, chaque semestre vaut 30 ICTS. Ça aussi, c'est normé par l'Europe. Et donc, ça correspond à un volume de travail, en fait, un volume horaire. Donc, 2 temps de travail en face à face pédagogique et 2 temps de travail personnel. En sachant qu'évidemment, plus vous allez avancer dans le cursus, plus votre travail de personnel sera important et plus votre autonomie sera grandissante. Donc, voilà. Donc, un ICTS, ça vaut à peu près 25 ICTS. Vous pourrez surveiller ça quand vous serez rentré et vérifier que les profs ne vous en demandent pas trop. Alors, la structure du programme de licence, elle s'organise autour, chaque semestre, de 4 unités d'enseignement et autour de 6 plus un champ disciplinaire. Et là, je vais demander aux enseignants, du coup, peut-être d'intervenir les uns après les autres. Donc, théorie et pratique du projet architectural et urbain. Ville et territoire, sciences et techniques pour l'architecture, la construction, qui fait toujours peur aux étudiants, art et techniques de représentation, histoire, sciences humaines et sociales, et puis anglais qui vient s'ajouter, qui n'est pas un champ disciplinaire propre à l'architecture, mais que l'école a choisi comme seule langue vivante enseignée. C'est un choix parce que ça permet de travailler plus facilement. Et puis c'est la langue de la recherche aussi. Donc on est dans l'enseignement supérieur. Donc c'est le choix qui a été fait. Pour ceux qui n'ont pas fait déjà d'anglais, il n'y a pas de problème. On a des groupes de niveau. Et pour ceux qui sont particulièrement bons dans une autre langue et qui souhaitent la continuer, on a une convention avec l'Université Bordeaux-Montaigne, ce qui permet aux étudiants de poursuivre des enseignements dans toutes les langues vivantes qui le souhaitent. Je vous laisse la parole, Pascal, sur le champ TPCAU. Bonjour à tous, j'étais en train de m'écrire pompe et j'ai pas fini, donc je vais essayer d'improviser. Je suis Pascal de Tordonnet, architecte à Bordeaux et enseignante, donc maître de conférence à l'école d'architecture et de paysage de Bordeaux. Il faut savoir que la plupart des enseignants du champ TPCAU, c'est-à-dire théorie et pratique de la conception architecturale urbaine, sont par ailleurs architectes, ont une pratique d'architecte. En fait, donc les études d'architecture, c'est donc sur 5 ans, donc 10 semestres, ce qui veut dire qu'il y aura 10 ateliers de projet, 1 par semestre, et en général, c'est une journée par semaine. Et donc, l'ensemble de la promo se retrouve dans des ateliers et chaque enseignant, donc on est par exemple en première année, on est 6 enseignants du projet de semestre 1 et on a entre 15 et 20 étudiants chacun. L'intérêt de se retrouver en atelier en étant nombreux comme ça, c'est que ça permet aussi aux étudiants de se promener d'un enseignant à l'autre, de voir les projets des autres étudiants, etc. Et ça, c'est assez dynamique dans l'enseignement du projet. Chaque semaine, les étudiants nous présentent leur avancement. Et ça veut dire aussi qu'il y a du travail, bien sûr, à faire à la maison, entre les ateliers. Et donc, voilà, donc au fur et à mesure, donc il y a un sujet qui est proposé en début de semestre et les étudiants ont le semestre pour proposer un projet convaincant par rapport au sujet proposé.
En première année, ça commence par quelque chose, un semestre intentionnellement, relativement, je mets des guillemets, abstrait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de site, mais on leur demande de travailler les perceptions, les parcours, les lumières, pour proposer des espaces architecturaux. Et au fur et à mesure des années, c'est de plus en plus, enfin dès le deuxième semestre d'ailleurs, on commence à travailler avec des sites. Parfois, on va même passer du temps sur place dans des territoires ruraux, rencontrer des équipes municipales, travailler en participatif avec les habitants, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui est assez dynamique. Voilà, je ne sais pas ce qu'on peut rajouter. Est-ce que ça vous semble suffisant, Mabé? Oui. Juste pour dire que au cours de, ce que je peux rajouter quand même, c'est qu'au cours des 10 semestres, il y a des moments où on peut travailler de façon conjointe avec des étudiants en paysage. C'est pas chaque semestre, mais il y a 1, 2, 3, 4 occasions suivant le parcours que vous choisissez. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'en licence, en projet, les étudiants, sauf erreur de ma part, ne choisissent pas. Hein. C'est-à-dire que en fait, il y a un sujet par semestre, le même sujet pour l'ensemble de la promotion. Après, évidemment, comme il y a 6 enseignants par semestre, chaque enseignant peut avoir des façons ou des attitudes particulières pour aborder ce sujet. Mais en tout cas, voilà, les étudiants ne choisissent pas. Et à partir du master, en fait, il y a plusieurs masters qui sont proposés. Je pense qu'il y en a au moins 6 ou 8. Voilà, on reviendra après. Et les étudiants choisissent les sujets de master, les équipes enseignantes, enfin les choses qui leur parlent le plus. Et ensuite, le 10e semestre, c'est le semestre du projet de fin d'études, où là, le choix de l'enseignant est libre, le sujet est libre, le site est libre. Voilà. Donc on va vers de plus en plus d'autonomie dans la question du projet architectural et urbain. Tu veux dire un petit mot par rapport au projet, quand vous êtes arrivé à l'école, c'est comme quelque chose de très particulier? Oui, c'est vrai que le projet, ça change de tout ce qu'on a pu voir, par exemple, au lycée. C'est un enseignement qui est complètement différent et complètement nouveau. Et c'est vraiment central dans nos études. C'est là où on y passe le plus de temps. On y passe des dizaines d'heures et des dizaines d'heures, sans compter des fois. Mais c'est très prenant, très passionnant. Il y a aussi le fait que donc on change de projet chaque semestre. Et on change aussi d'enseignant chaque semestre, ce qui fait qu'on peut avoir, même si on ne choisit pas, 6 visions ou 5 visions différentes sur notre licence. Et donc de diversifier les points de vue, de se faire aussi une idée de ce qui nous plaît ou moins, et ensuite de faire nos choix aussi de master, et de développer notre propre point de vue architectural. Et après, on va reparler des autres cours après, mais tout ce qui va venir autour du projet va venir l'alimenter. Tout ce qu'on va apprendre à côté va nous servir pour le projet. Et c'est ça qui est aussi extrêmement intéressant, c'est que tout ce qu'on apprend à l'école, tout est lié quelque part. Et voilà, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. Je pense que surtout, être en école d'architecture, c'est avoir envie de découvrir, avoir envie d'apprendre, toujours chercher à se surpasser et toujours chercher à innover. Et du coup, c'est ce que nous apprend tous nos professeurs de projet, à vraiment aller plus loin que simplement, par exemple, utiliser du carton, mais voir d'autres matérialités et essayer de faire mieux et de faire plus. Et je trouve que c'est des études assez engageantes. On a nous-mêmes envie, en fait, d'aller plus loin, de faire mieux, de faire plus, parce qu'à la fin, en fait, on voit l'aboutissement du coup de ce projet qui est, l'aboutissement du coup d'un semestre entier à passer et à travailler avec acharnement. Ok, je vais passer la parole à Ossine Aliwan, qui est enseignant en ville et territoire. Pas très bien assis. Merci. Que je risquais de glisser. Voilà, c'est des pentes glissantes. Merci. Écoutez, je pense que je m'inscris donc dans le prolongement de ce que vient de dire Pascal, qui a bien donné un topo et une structure sur l'enseignement. Donc pour dire que moi je parle au nom d'un champ qui s'appelle Ville et Territoire. Et à Bordeaux, même si c'est plus officieux qu'officiel, on dit VTP, donc Ville, Territoire et Paysage. Il y a un historique derrière, c'est une école où il y a les 2 formations, elles travaillent de plus en plus ensemble, notamment depuis de nouveaux programmes.
Et souvent dans nos équipes, on essaye d'avoir des sortes de binômes où on se retrouve avec quelquefois autant d'architectes que de paysagistes, et on arrive à travailler donc sur certains aspects. Mais tout ça pour dire, voilà, c'est un champ donc, qui est un champ où en fait on reste dans le domaine dont parlait ma collègue, qui est celui de l'espace et de la spatialité. Mais on va faire un saut d'échelle en fait, c'est-à-dire qu'on le fait aussi dans l'atelier de projet, mais nous ça va devenir le focus, on va se concentrer justement sur le contexte, l'environnement autour du projet, et à différentes échelles, on va aller de l'échelle du quartier, ou même on va passer par l'échelle de l'espace public, et on va aller à l'échelle de la ville et du territoire. Et en fait, c'est du coup un champ qu'on pourrait considérer comme transversal, ça n'est pas le seul hein, bien sûr, qui va essayer d'articuler urbanisme, aménagement et architecture, non pas en faisant de l'architecture, mais en permettant à des architectes de se positionner par rapport à la grande échelle, et non pas de devenir des urbanistes, mais d'intégrer ça dans leur bagage, entre guillemets, lorsqu'ils font une conception de projet, où ils travaillent déjà sur ces questions-là avec leurs enseignants en atelier de projet. C'est un champ qui, si on devait chercher un objectif, c'est un champ qui amène les étudiants à poser un regard critique sur les environnements habités, d'un point de vue de l'espace, mais aussi d'un point de vue des dynamiques sociales, économiques et environnementales qui concourent à donner forme à cet espace. Et l'idée, c'est que les étudiants sur... pardon, parce que je peux essouffler. Je veux plus. Ouf, il n'y a pas un peu d'eau. Ouais. Non, ça... En tout cas, pour dire, voilà, sur donc 3 années donc de la licence, sur les 6 semestres, sur 5 des semestres, les étudiants sont amenés, merci beaucoup. Hop. Je sentais que ça devenait de plus en plus sec. Voilà, donc sur 5 semestres sur les 6, en fait, les étudiants, notre approche, c'est de dire qu'ils ont une boîte à outils, qu'ils sont en train d'acquérir, comme disait votre camarade tout à l'heure, dans toutes les disciplines. Et en fait, ça va venir enrichir leur capacité à travailler à la conception du projet, au titre d'autres disciplines aussi. Et en fait, nous, on va essayer de les amener effectivement à regarder un territoire par sa forme, mais à essayer de comprendre aussi qu'est-ce qui, sur le plan du social, de l'économique et de l'environnement, est en train de façonner ce territoire. Et l'idée, c'est qu'ils aient des outils pour observer, des outils pour représenter, des outils du coup qui deviennent des outils d'analyse. Et à partir de là, ils arrivent à comprendre des dynamiques, des enjeux, et ils peuvent proposer des stratégies. Et in fine, c'est de dire, c'est pas pour devenir des urbanistes, mais c'est pour que, en tant qu'architecte, ce que je disais un peu tout à l'heure, vous arriviez à prendre une position aussi par rapport, entre autres choses, hein, parce que le projet d'architecture est complexe et il a beaucoup de contraintes et d'enjeux intégrés, mais d'y ajouter un enjeu qui est celui lié à des grandes questions qu'on se pose à l'échelle du territoire, à arriver à les rentrer, à les tisser dans le processus de conception du projet architectural et urbain, du coup. Et on le transcrit dans le programme de l'école. On a fait 3 séquences d'enseignement. Première année, vous êtes plutôt dans une séquence qu'on appelle lecture. Donc c'est vraiment la boîte à outils qu'on commence à alimenter. On apprend à faire de la cartographie. On utilise beaucoup la marche. On travaille beaucoup avec des paysagistes. Et on n'est pas vraiment dans des propositions, on va dire, de stratégie ou de dire oui, j'ai compris ça, je vais faire ça. On est plutôt qu'est-ce que j'ai compris. En 2e année, on va faire 2 sauts. Oui, je vais faire très court. Donc en 2e année, vous êtes sur la petite échelle de l'espace public et une échelle croisée avec le projet d'architecture sur les petites villes de demain. Et en 3e année, on considère que vous avez été doté en lecture et en capacité à représenter et vous faites de la stratégie. Et ça aussi, c'est un projet conjoint avec l'atelier de projet. Et je m'arrêterai. Est-ce que les étudiants, vous voulez rajouter quelque chose sur VT ? Ça va ? Ok. Eh ben, je passe la parole à Aline Barlet, qui représente le champ Sciences et techniques pour l'architecture. Oui, et pas construction. Mais bon, c'est pas grave. Ça en fait partie. Alors, les étudiants disent construc, en fait. C'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses. C'est vraiment un grand raccourci quand même. C'est ressenti quand même. Donc Aline Barlet, certains d'entre vous, je vous ai croisé dans la pyramide dans la matinée ou en début d'après-midi. Donc oui, je représente le champ Sciences et techniques pour l'architecture. Alors pourquoi je dis que c'est pas construction ? C'est parce qu'en fait, c'est un des champs les plus complexes en termes d'organisation, puisque dans le champ STIA, il y a la partie CI, construction et ingénierie.
MA, donc pour maîtrise des ambiances. Et enfin, il y a la partie OMI, qui est outils mathématiques et informatiques. Donc c'est pour vous dire que c'est un champ quand même qui regroupe beaucoup de choses. Donc l'idée dans le champ STA, c'est de vous donner effectivement là aussi des outils, mais tous les enseignements qui ne sont pas l'atelier, le champ TPCAU sont vraiment là pour venir nourrir le projet. Je répète ce qui a déjà été dit, mais c'est vraiment ça. Et effectivement, ce sont des enseignements qui sont progressifs dans les 3 domaines, hein, donc SI, MA et OMI, sur les 6 semestres, avec une part d'apprentissage théorique. Là, avec nous, vous avez des cours, mais vraiment des cours, avec des calculs, avec n'est-ce pas, c'est l'horreur. Non, mais ça va. Ouais, alors en plus, c'est ce que j'ai expliqué à certains que j'ai vus. En fait, ce qu'il faut maîtriser, parce que c'est souvent ce qui fait peur en fait, pour le champ STA, c'est les maths. En fait, si vous savez les 4 opérations de base, hein, multiplication, addition, division, soustraction, vous êtes sûr d'y arriver. Donc, je pense que ça va pas beaucoup plus loin que ça. C'est pas vrai ? C'est pas, voilà, c'est ça. Il y a un petit peu de géométrie parce que oui, il faut bien que ça tienne et savoir comment on va poser les contreventements, etc., etc. Mais en gros, c'est ça. Donc, on se fait toujours une montagne des maths qu'il peut y avoir derrière. Je vous dis, moi, je suis ni architecte ni scientifique. À la base, je suis psychologue. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, vous le savez maintenant. Et j'enseigne les STA et j'ai toujours réussi les calculs. Hein. Donc, a priori, si j'y arrive, vous y arrivez aussi. C'est vraiment ça, hein. C'est vraiment les 4 opérations de base. Hein. Donc on vous demande même pas un peu de log en acoustique, mais voilà, la calculette elle le fait pour vous, donc c'est pas un problème. Donc voilà, il y a une part d'apprentissage théorique et surtout on mise de plus en plus aussi sur l'expérimentation. Alors l'expérimentation pour les ambiances, on vous emmène avec nous en promenade, avec le champ VT d'ailleurs. On va se balader, on va découvrir la ville, essayer de comprendre les bâtiments, essayer de comprendre les ambiances qu'il y a. Donc on va pouvoir les mesurer, on va pouvoir les calculer et on va aussi les mesurer avec un instrument que vous avez tous, avec lequel vous êtes nés, c'est votre corps. Donc vos sens, essayez de comprendre ce que vous transmet l'espace. Très important parce que vous allez créer des espaces et donc provoquer chez les gens qui vont les habiter des sensations. Donc c'est très important. Donc ça c'est pour les maîtrises des ambiances. Pour la construction et l'ingénierie, ça peut aller jusqu'à construire des ponts avec du bois, ça peut être jusqu'à construire des coques avec du plâtre. Regardez les sourires qu'elles ont, c'est pas le pire, hein, franchement, c'est super, voilà. Et l'idée c'est de voir jusqu'à quand ça tient, à partir de quel poids ça casse, etc. Donc vous manipulez les matières, vous essayez de comprendre les forces, etc. Enfin, c'est fait quand même de façon très très expérimentale justement. Et puis pour OMI, c'est un peu moins sympa qu'on va pas trop manipuler la matière, mais on va manipuler les logiciels, apprendre à s'en servir. On va pouvoir même aller plus loin si on a envie, parce qu'il y a des optionnels qui permettent d'aller jusqu'à la modélisation avancée. Enfin, voilà. Donc on vous offre tous les outils finalement pour être conscient de ce que vous produirez en tant qu'espace quand vous serez architecte. Voilà. Et on parle de tout, on parle beaucoup des matériaux aussi. Et là, pour le coup, on est assez large, puisqu'on va aussi bien dans la filière sèche que la filière humide. Donc, filière sèche, c'est plutôt bois, pierre, acier. Filière humide, c'est plutôt béton et terre. Mais il y a aussi de plus en plus de cours sur les matériaux bio et géosourcés, comme la terre, la paille, ce genre de choses. Le chanvre, j'en oublie, mais bon, voilà. L'idée n'est pas d'être exhaustif. En termes d'ambiance, on travaille les 3 ambiances, thermique, acoustique, lumière. Les 2 échelles, bâtiment, espace urbain, c'est ce que je vous disais, et je pense que j'ai pas oublié grand-chose. Je pense qu'on est un des rares champs aussi à avoir encore des cours en master, et notamment un TD important. Un TD qui pour nous est important, ça s'appelle AVP Bio, donc voilà, et qui permet en fait de reprendre l'ensemble de ce qui a été vu pendant toute la licence et de tout centraliser sur un TD en master. Et un autre enseignement aussi qui sont les visites de chantier qui en général sont bien appréciées par les étudiants parce que ça vous ramène sur la réalité de la construction et vous allez aller voir jusqu'au détail constructif. Donc on ne va pas rentrer dans le détail là justement, c'est le cas de le dire, mais je pense que c'est vraiment se rapprocher de la réalité de la conception et de la construction et que ça permet vraiment de poser les choses. Je passe la parole à mon voisin. Très bien. Donc, art et technique de représentation. Pardon. Bonjour, je m'appelle Pierre Labatte, un collègue d'art et technique de la représentation, Michel Ardouin. J'aime bien ce mot d'art et technique de la représentation parce qu'il y a donc l'art,
Alors c'est plutôt l'art sans technique, ça n'existe pas, et une technique sans art, je crois que ça n'existe pas non plus. Et ce mot un peu bizarre après de représentation. Je pense, et peut-être que les collègues sont d'accord avec moi, que tout commence par un dessin. C'est-à-dire qu'un architecte, ou une architecte, s'il a une idée dans la tête, la première existence de cette idée, ça va être un dessin. Ça va être prendre un crayon et dessiner. Et après, une fois que le bâtiment existera, le bâtiment, on ne peut pas le déplacer, donc il faudra qu'il soit représenté. Si jamais ce bâtiment dans lequel on est, là, je dois en parler à ma mère, je peux lui montrer une photo, c'est une représentation. Je peux faire un film, c'est une autre représentation. Je peux lui montrer une maquette, c'est encore une autre représentation. Je peux lui faire un dessin, un plan. Je peux peut-être même lui rapporter des matériaux. Je peux faire un enregistrement sonore. Tout ça, c'est des moyens de retranscrire, de représenter le projet. Donc la représentation, elle existe avant, à la fois pour concrétiser sa pensée, mais aussi communiquer avec tous les gens qu'il y a dans le métier d'architecte. Et ça, c'est un truc qui est super dans le métier d'architecte, c'est qu'on ne travaille jamais seul. On est toujours avec quelqu'un. Et ensuite, une fois que la chose est faite, elle a besoin d'exister ailleurs que là où elle est, et donc elle est représentée. Et donc nous, on travaille avec les élèves sur toutes ces questions de photographie, sculpture, peinture, vidéo, tout ce qui est une manière de faire exister le projet autrement que réellement. Et le dessin, oui, mais le dessin, c'est le premier et le dernier. Michel ? Je vais compléter rapidement. C'est vrai qu'on est deux personnes là à présenter ce chant, qui est, pour le coup, c'est pas un chant majoritaire, mais deux, parce qu'aussi on a, par exemple, nous deux, des spécificités. Pierre est artiste sculpteur, moi je suis architecte praticien, et on essaye de toujours travailler comme ça en binôme, c'est-à-dire qu'il y a ces différents points de vue qui sont aussi ceux du métier et ceux de l'ouverture à d'autres choses et une certaine transversalité. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'à Bordeaux, en tout cas, quand vous arriverez, ceux qui sont sélectionnés, la première semaine, on commence avec une semaine intensive qui est, on va dire, gérée par le champ ATR. Et durant cette semaine, on va directement se mettre à fond, à faire des maquettes, à faire de la représentation de maquettes, à savoir ce que c'est un plan, une coupe, des représentations classiques, et après avoir le dessin, la photographie, la vidéo. Et comme a dit Aline tout à l'heure, pour les mathématiques, il n'y a pas besoin de savoir bien dessiner. Je veux dire, c'est bienvenu, c'est toujours mieux, mais en tout cas, on part du principe que tout le monde, sur un pied d'égalité, que tout le monde a, voilà, on rentre et on va vous apprendre à voir plutôt. Je veux dire, c'est la culture du regard. Et quand on dessine, on est déjà dans un projet, c'est-à-dire qu'on met quelque chose, mais on choisit, c'est une sélection. Et même chose pour une photo. Tout le monde aujourd'hui a un appareil photo dans sa poche, plus ou moins. Et quand on prend une photo, c'est la prendre consciemment. Voilà, donc c'est un peu tout ça qu'on essaye de voir. On est plutôt sur les premières années en ATR, assez présent, avec, comme ça peut être le cas avec les autres champs, en fait, une certaine transversalité. Et voilà, moi ce que je trouve aussi passionnant en tant qu'architecte, c'est cette approche qui est à la fois plastique, mais qui est aussi philosophique. Et donc voilà, j'espère qu'on vous retrouvera là bientôt en septembre. Comme du coup l'a dit les deux professeurs avant moi, les cours d'ATR sont assez importants. On peut penser que du coup le cours de projet est vraiment la centralité de toutes ces études, mais il y a aussi du coup ces enseignements transversaux vers lesquels vont nous amener énormément de pratiques. On va énormément découvrir. Ça va enrichir du coup nos projets. Ça va nous permettre de créer une maturité aussi du coup sur nos projets, en fait de voir une autre facette de l'espace dans lequel on doit travailler. Et en fait toutes ces matières sont extrêmement importantes dans tout notre enseignement. Juste pour revenir sur le champ ATR, les premières années, vraiment, on va expérimenter beaucoup de techniques de représentation, et ça va aussi nous forger un regard, et aussi de comprendre et de savoir quels modes nous conviennent le plus, qui vont être mis au service après du projet. Et d'ailleurs, après, les enseignants d'ATR interviennent en projet en fin de licence et en master, pour regarder aussi la reprise de nos projets. Donc tout ça nous sert, nous donne plein d'outils pour savoir ce qui nous correspond le mieux et pour mettre en application après dans notre pratique future. Voilà.
En fait, je crois que ce qu'il y a d'important à comprendre, c'est qu'en école d'architecture, contrairement au lycée par exemple, on ne vous demande pas de répondre à une question. On commence par vous demander de re-questionner la question, d'élaborer une position personnelle par rapport à cette question et de trouver des éléments pour y répondre d'une manière singulière. Parce qu'en fait, chaque architecture est singulière. Chaque architecture a été pensée par une équipe en général, parce que comme disaient mes collègues, on n'est jamais tout seul. Mais en tout cas, elle est singulière de la réponse d'une autre équipe d'architectes. Et donc, c'est vraiment la question d'apprendre à vous positionner, d'apprendre quels sont vos points forts, quelles sont vos faiblesses, de voir comment dire. Évidemment, travailler les points faibles, on va dire, mais c'est aussi comment vous appuyez sur vos points forts, comment vous appuyez aussi sur votre personnalité, sur votre passé, vos expériences. Vous avez tous expérimenté des espaces, vous habitez tous dans une maison, un appartement, enfin, un endroit. Et donc, c'est de vous nourrir de tout ça pour élaborer votre propre posture personnelle et pour répondre au mieux aux projets qui vous sont proposés. Voilà, on va juste terminer par... Enfin, on avait 2 champs un peu plus universitaires qui sont histoire pour l'architecture et sociologie. Malheureusement, la prof d'histoire est souffrante et ne pourrait pas être parmi nous. Voilà, le champ histoire, c'est l'histoire de l'architecture notamment. Et voilà, c'est très présent en licence et ensuite en séminaire de master. Mais du coup, je passe la parole directement à notre sociologue présente. Donc oui, sociologue et architecte, mais je me suis retrouvée parmi les sociologues. Pour ma part, je vais vous parler un peu de quelque chose qui intrigue souvent les étudiants au début. C'est qu'en intégrant les études en architecture, on croit qu'on va juste construire de belles choses et on ne se rend pas compte de la complexité de la réalité dans laquelle on intervient. Donc en sciences humaines et sociales, on s'intéresse beaucoup aux formes matérielles de la société. Et souvent en sociologie, on parle de l'architecture ou de l'habitat comme un fait social, c'est-à-dire que même si c'est la société qui crée de l'architecture, qui fait de la planification urbaine, donc ce sont des êtres humains qui font ça, mais ça incarne tellement d'enjeux culturels, sociaux, économiques et politiques que ça devient en soi un cadre qui conditionne notre existence en société et donc qui conditionne aussi la pratique de l'architecte. Et donc, vu comme ça veut dire que l'architecture ou la planification urbaine peuvent soit renforcer des phénomènes négatifs de la société, donc participer à la marginalisation, discrimination, ségrégation, comme ça peut être un levier positif pour de la mixité sociale, pour l'accessibilité, l'égalité ou l'équité, on va dire, dans la distribution des ressources, et aussi l'ouverture sur le monde et sur les autres. Et on peut observer ça à toutes les échelles quasiment. Donc, en tant qu'architecte, ça a été rappelé par mes collègues, c'est que on est amené à intervenir à la fois avec une réflexion sur le territoire, comme à l'échelle de la métropole, ville, village, rue, quartier, et jusqu'à l'intimité domestique. Et aujourd'hui, on est capable d'observer la transformation de la société à toutes ces échelles. Et parce que la preuve en est, c'est que par exemple, d'un point de vue de besoins purement biologiques, en tant qu'être humain, on n'a pas beaucoup évolué en 100 ans, et pourtant on habite de manière radicalement différente. Et ça veut dire que c'est lié beaucoup à la transformation de nos modes de vie, notamment avec l'industrialisation, l'arrivée de l'automobile, le changement de nos modes de consommation, de la communication, et aussi de la révolution numérique. Et on voit ça, par exemple, aujourd'hui avec le télétravail qui transpose certaines pratiques qui étaient à l'extérieur dans un champ qui était réservé aux pratiques domestiques jusque-là. Et ça change aussi le rapport à l'espace, ça change la manière avec laquelle l'architecte pense ça. Donc on n'intervient pas dans une page blanche comme on intervient vraiment en dessinant, on intervient vraiment dans un contexte assez complexe et assez épais, avec des gens qui ont des aspirations différentes, des trajectoires différentes. Et même si on travaille avec juste une petite famille de 4 personnes classiques, on trouvera des envies et des désirs différents selon chaque membre de ce foyer-là. Aujourd'hui, il est important d'intégrer les sciences humaines et sociales dans la réflexion de l'architecture, mais ça vient
compléter, mais vraiment quasiment au même niveau, une réalité matérielle du site et du territoire. Et donc, ensemble, ça pose un cadre d'intervention en architecture. Donc voilà, il faut vraiment être conscient. Chaque trait posé sur un plan, par exemple, peut être un mur donc qui crée une nouvelle frontière ou qui sépare, comme ça peut être un trait qui représente une ouverture. Et donc, quoi qu'il en soit, ça pose de nouvelles interactions, de nouvelles formes d'interaction dans l'espace, et ça, il faut en être conscient. Donc nous, notre rôle en sciences humaines et sociales, c'est de pousser à cette réflexivité, donc prendre du recul, se dire qu'on est responsable quand même d'une réalité qui, pour certaines personnes, par exemple, quand une famille veut acheter une maison, c'est un projet de vie, c'est 25 ans de crédit, c'est plein d'investissements. Donc il faut savoir être à l'écoute et puis travailler aussi avec les autres champs de manière très interdépendante pour créer cette réalité. Je ne vous ai pas trop parlé de la structure on va dire, du parcours en SHS, en enseignement, mais grosso modo, la plupart des enseignements se passent en licence, donc c'est sous forme de cours magistral, parce que parfois les sciences sociales peuvent être un peu dans une abstraction. En tout cas, c'est des phénomènes assez gros. Donc, on ira doucement, petit à petit, jusqu'à ce que ça devienne un réflexe d'avoir cette curiosité sur la société avant d'intervenir. Et donc, de se dire, j'accorderai le même intérêt à un cas d'exception comme un paysage très banal du quotidien. Voilà. Vous voulez intervenir? En général, vous avez toujours des choses passionnantes à dire sur la socio, notamment. Donc non, pas... Bon, ben c'est pas grave. Donc, c'est pas un champ disciplinaire, mais en tous les cas, le dernier enseignement, c'est l'anglais. On en a parlé. Donc, on fait de l'anglais de spécialité, c'est-à-dire le vocabulaire de l'architecture, et pour apprendre à exprimer son projet, justement, en anglais aussi, et pouvoir, en agence après, y travailler et préparer sa mobilité. Plus, je l'ai déjà dit, l'enseignement de la recherche. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Vous pouvez rester si vous voulez continuer d'intervenir. Après, peut-être le cycle master, vous pourrez... Alors, juste, la licence, on reste sur la licence. La licence, donc on a vu les champs disciplinaires. Au-delà des champs disciplinaires, vous aurez 2 périodes de stage. Un stage ouvrier qui se déroule plutôt pas dans une agence, mais dans une entreprise, merci, du bâtiment. Et un stage de première pratique, là, un petit peu plus long, 4 semaines, qui vous permet, là, pour le coup, d'avoir une première expérience en agence. Juste pour information, les stages, on les intègre dans l'emploi du temps désormais, donc a priori, vous pourrez les faire sereinement hors vacances scolaires. Pas pendant les vacances scolaires, ouais, Voilà. Dès la licence, vous pourrez partir en mobilité. Alors en architecture, la mobilité n'est pas obligatoire, mais elle est très fortement recommandée. Elle se fait dès la 3e année. Et puis, elle peut se dérouler aussi en master. Donc voilà, semestre 5 et 6, la fin de la licence, ou début de master et tout le master. La durée en principe est de 6 mois. L'école a de nombreuses conventions, environ 60 conventions à l'international, donc largement suffisamment pour que vous puissiez tous partir absolument sur les 4 continents et avec en général. Alors c'est que dans des écoles d'architecture, je précise. Voilà, la mobilité se fait vraiment. Vous savez que pendant que votre mobilité, vous validez le semestre pendant lequel vous partez. Donc vous partez dans une autre école d'architecture ailleurs. Et vous êtes censé y travailler et revenir avec un bulletin qui correspond à fameux 30 ICTS dont on a parlé tout à l'heure. Donc, à l'issue de ce premier cycle en architecture, donc qui vaut grade de licence, vous entrerez directement, normalement, en diplôme d'état, dans le cycle conduisant diplôme d'état d'architecte. Là aussi, 4 unités d'enseignement par semestre, toujours l'unité d'enseignement dédiée au projet. Un séminaire dans lequel vous allez pouvoir réfléchir et réaliser votre mémoire de master. C'est que dans le cycle LMD, tous les masters doivent produire une réflexion et réaliser un mémoire de recherche. Voilà. Ensuite, un tronc commun de connaissances. Alors, comme le disait Aline tout à l'heure, beaucoup de sciences et techniques pour l'architecture et de réglementation. Et puis, ça c'est grâce au nouveau programme, beaucoup d'enseignements optionnels.
enfin optionnels, au choix, on va dire. Ce sont des enseignements cours magistraux ou TD. Et là, alors, je vais revenir là-dessus. L'ensemble des enseignements en master se font au choix, en fait, sauf le petit tronc commun réglementation et sciences et techniques. Sinon, vous choisissez votre projet. Il y a une offre actuellement de 6 à 7 projets, ça dépend des semestres. Voilà. Le séminaire, pareil, 5 séminaires au choix sur des thématiques très différentes. Certains sont conduits plutôt par les historiens, d'autres plutôt par les sociologues, d'autres par justement le champ sciences et techniques pour l'architecture, des enseignants ville et territoire, des enseignants TPCAU y participent. C'est complètement pluridisciplinaire, les séminaires. Et donc, en fonction de votre appétence particulière, et comme le disait Yelena aussi, du parcours que vous avez déjà réalisé en licence, vous pourrez choisir ce qui vous attire le plus et ce vers quoi vous avez envie d'aller dans votre orientation professionnelle. Et enfin, donc, de petits enseignements un peu plus courts, qu'on appelle d'approfondissement ou d'ouverture, où là, on vous présente tous les aspects des métiers de l'architecture. Ça va aussi de la représentation. Si vous voulez approfondir ou si vous voulez découvrir d'autres formes d'activités, voilà, c'est l'occasion. Et là, c'est pareil, il y en a à peu près 5 par semestre. Donc, une offre vraiment très intéressante et qui vous permet vraiment de colorer votre parcours et de construire vous-même votre parcours, en fait. Voilà, la fin du cursus. Donc, je viens d'en parler. Le mémoire de master, donc, qui est absolument une obligation dans le système européen LMD. Donc, c'est un travail personnel de recherche et d'études, une production écrite. Il se déroule sur 3 semestres à l'école de Bordeaux, semestres 7, 8 et 9, c'est-à-dire les 3 premiers semestres du master. Et puis, le projet de fin d'études, alors pour ceux qui étaient là ce matin, c'est l'équivalent c'est comme en paysage. Donc, le dernier semestre, le semestre 10, sera consacré à votre diplôme. Et donc, vous aurez, Pascal, si tu veux en reparler un peu, voilà, c'est un projet dont vous allez choisir absolument tout, le site, la problématique, etc. Et vous le soutiendrez devant un jury. La soutenance est publique et c'est le dernier diplôme, c'est le dernier projet, celui qui vous permettra d'être diplômé. Un long stage, un stage de 2 mois au minimum pendant le master. Là aussi, se déroule normalement pendant le cursus, donc juin, juillet, mais vous pouvez le faire quand vous voulez. C'est 2 mois minimum. Honnêtement, aujourd'hui, beaucoup d'étudiants le rallongent et font des stages un peu plus longs, donc ils allongent par contre un petit peu leur cursus. Mais là, c'est vraiment une expérience de concept, enfin une vraie expérience d'agence. Est-ce que vous avez des questions là-dessus, parce que les enseignants sont encore là et parce qu'on va passer aux procédures d'admission, un peu plus techniques et un peu moins, comment dire, un peu plus anxiogènes, on va dire. Non, pas de questions là-dessus, sur les chances, oui, allez-y. Juste une question, c'était parce que vous avez parlé au début du cycle de licence, oui. de master et après doctorat. Oui. J'avais une question, si jamais après le master on doit faire une formation HMONP pour après basculer en doctorat, ça se passe comment? Alors, la HMONP n'a pas pour but de basculer en doctorat, en fait. Hein. Le doctorat, c'est vraiment une formation, c'est de la recherche, et ça donne un doctorat, mais ça ne vous donne pas l'habilitation à la maîtrise d'œuvre. L'habilitation à la maîtrise d'œuvre, c'est pour pouvoir ensuite... Alors, le diplôme d'état d'architecte, contrairement à ce qu'était le diplôme DPLG, le précédent diplôme, qui vous permettait de signer vos projets, d'être maître d'œuvre à part entière, ne l'est plus. C'est un diplôme qui vaut grade de master, mais qui est juste un... Voilà. Si vous voulez monter votre agence, si vous voulez signer vos projets, effectivement, il faut faire une année d'habilitation à la maîtrise d'œuvre. C'est une année supplémentaire qui se déroule après votre master. Il n'est pas obligatoire et même pas trop recommandé de le faire en suivant, en fait. L'idée, c'est plutôt de pratiquer, d'avoir une expérience professionnelle et de revenir faire cette HMO quand vous voulez monter votre agence. Donc voilà, elle est dissociée complètement en fait du parcours classique, hein, licence, master, doctorat. Elle n'est pas obligatoire non plus. Bon. Oui. Peut-être que ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que le HMO, enfin l'année de habilitation à la maîtrise d'œuvre, donc qui permet de signer des projets, c'est en fait
je crois que c'est 7-8 mois, pendant lesquels on doit avoir un CDD ou un CDI dans une agence, et on vient à l'école, c'est un petit peu comme une alternance, c'est-à-dire qu'on vient à l'école par session d'une semaine, plusieurs fois dans cette année. Donc ça ne veut pas dire que c'est une année supplémentaire de cours à l'école. Hein, c'est très professionnel. Non, c'est une mise en situation professionnelle, d'ailleurs. Et les étudiants sont salariés. D'ailleurs, c'est plus des étudiants. Ce sont des ADE, donc des architectes diplômés d'État qui sont salariés dans une agence, effectivement. Voilà. Et une alternance qui fait qu'ils reviennent pour 5 séminaires à l'école. C'est bien sûr en conventionnement avec les agences. Bonjour. Excusez-moi, bonjour. Je voulais savoir si au cours donc, du cycle d'architecte, vous proposez un double cursus type architecte, ingénieur ou d'autres cursus qui permettent en fait d'avoir un double diplôme ou un double cursus au terme du programme. Alors, on a un double diplôme architecte-ingénieur. On a en collaboration avec l'École supérieure du bois de Nantes. Donc, par contre, c'est pas au moment de l'inscription en licence que vous allez faire ce choix, c'est un peu plus tard. C'est en licence 3 qu'on va vous présenter ce double cursus. En fait, c'est le master qui est en co-diplôme, uniquement le master. Parallèlement aussi, on a un double diplôme avec Saint-Sébastien. Donc ça, c'est alors c'est le diplôme d'architecte. Là aussi, c'est encore que le master. Vous pouvez donc choisir de faire en alternance entre Saint-Sébastien et Bordeaux votre diplôme d'architecte, et à l'issue du cycle, qui là se déroule en 2 ans. Pardon, je ne l'ai pas dit, mais pour le diplôme archi-ingénieur, par contre, ça prolonge de 2 ans les études. Le double diplôme s'acquiert au bout de 7 ans. En revanche, le double diplôme franco-espagnol, lui, se fait sur le temps normal du cycle master, et il vous donne les 2 diplômes français et espagnol. Mais c'est qu'en architecture, par contre. D'autres questions sur... Ok, on passe aux admissions. Alors, les procédures d'admission, donc je pense que vous en savez déjà beaucoup. Mes collègues étaient dans la pyramide tout à l'heure et ont répondu à beaucoup de vos questions. Donc là, on est en pleine phase de choix Parcoursup. Donc, vous êtes, je ne sais pas si tout le monde ici est à niveau bac, donc on va se concentrer un petit peu sur la procédure Parcoursup, mais sachez que pour les étudiants qui auraient d'autres diplômes que le bac, qui ont déjà une carrière universitaire, ou vous pouvez aussi, il y a des possibilités de rentrer en parallèle à bac plus 1, 2, enfin voilà, ça dépend du diplôme que vous avez. Et donc c'est ce qu'on appelle les dossiers VPAP, validation d'acquis et d'expérience. Oui. Du coup, je peux parler de cette expérience. Du coup, je me présente, je m'appelle Sandra Gaillet. Et du coup, moi, j'ai commencé déjà par un bac art appliqué, donc en sortant du lycée. Ensuite, j'ai continué avec 1 an de prépa architecture à Lyon. Puis, je suis entrée en 2e année de DNMAD à la Martinière d'Hydro à Lyon. Donc, DNMAD. Diplôme national des métiers d'art et du design, ce qui m'a donné ensuite la possibilité d'entrer directement en 2e année à l'école d'architecture de Bordeaux. Du coup, les modalités d'admission pour entrer en 2e année sont un book, donc un portfolio dans lequel on va montrer les projets qu'on a réalisés au cours moi de mon DNMAD, ainsi qu'un entretien à l'issue de la validation du portfolio. Je peux en parler un tout petit peu aussi, parce que moi je fais partie de la commission qui justement examine ces dossiers autres, on va dire, qui passent pas par Parcoursup. C'est toujours très intéressant et très varié, les parcours, et il peut y avoir effectivement des étudiants qui ont fait des choses en rapport avec l'architecture. On a aussi des artisans, par exemple, des charpentiers, des menuisiers, des tailleurs de pierre, des gens qui à un moment donné se disent je produis quelque chose, mais je le produis d'après un dessin, et comment on fait pour le dessiner, comment on fait pour concevoir, donc ils remontent comme ça, et souvent ça fait des très bons architectes, donc voilà, il n'y a pas de souci. Il peut y avoir d'autres choses, il peut y avoir je sais plus comment ça s'appelle maintenant, les trucs de génie civil, par exemple, enfin voilà, il peut y avoir vraiment des choses assez différentes.
Et surtout de faire un cursus avant du coup d'entrer en école d'architecture, ça vous apporte une maturité, ça vous apporte aussi un regard différent et ça vous permet aussi quand vous allez entrer du coup possiblement en deuxième année de travailler avec des gens qui n'ont peut-être pas la même vision de l'architecture que vous, qui eux du coup ont fait un cursus classique en entrant en première année et du coup c'est très intéressant du coup de pouvoir conjuguer ces deux expériences, de pouvoir voir la maturité qu'on a nous et qu'ont les autres, de voir ce qu'on peut apporter, mais ce que eux aussi peuvent nous apporter, ce que les enseignements du coup qui sont proposés peuvent nous apporter, et du coup c'est toujours enrichissant. Si jamais vous n'êtes pas accepté en première année, vous pouvez toujours retenter après. Donc ok, c'est peut-être 3 ans durant lesquels vous n'allez pas être en école d'architecture, mais in fine vous allez arriver et vous allez faire un cursus qui est tout autre et qui est tout aussi enrichissant, et vous allez beaucoup apprendre par ce parcours. Oui, c'est une vraie volonté de l'école d'ailleurs de ne pas intégrer des étudiants qu'après le bac, Parcoursup, effectivement. Donc Pascal parlait de cette commission. Vraiment, la volonté des enseignants, c'est effectivement d'intégrer des étudiants qui viennent d'autres horizons afin d'enrichir les promotions. De la même manière que, on va le voir maintenant, on est très heureux d'accueillir des bacs généraux, des bacs techno et des bacs pro. Voilà. Donc, si vous n'intégrez pas à la fin au mois de juin, effectivement, vous pouvez vous tourner vers d'autres types de formations et essayer d'intégrer donc par la VAE la formation architecture. Voilà. Alors le calendrier Parcoursup, j'imagine que vous le savez par cœur, mais bon, ça va mieux en le disant quand même. Donc le site est ouvert, la plateforme aussi, je ne sais pas trop la différence d'ailleurs, mais bon. La date limite d'inscription, c'est le 13 mars. La finalisation du dossier et la confirmation des vœux, c'est prévu le 2 avril. Alors ce sur quoi on veut absolument attirer votre attention, c'est que chaque formation et chaque école vaut un vœu. Vous ne pouvez pas formuler architecture et vous dire que vous allez obtenir une école d'architecture. Non, chaque école, si vous voulez intégrer une école d'archi, il faut bien les citer. Choisir Bordeaux, Nantes, Lille, Marseille, etc. Et chaque fois, c'est un vœu. Si vous voulez intégrer l'école de Bordeaux, vous savez qu'on a 2 formations, il faut aussi préciser archi ou paysage, ou les deux, vous pouvez aussi faire, mais ça sera 2 vœux. Si vous voulez postuler et en archi et en paysage, c'est 2 vœux. Donc voilà, je sais que ça va vite, hein, je crois que vous avez droit à 10 vœux, donc, mais pensez-y bien. Et surtout faites attention, parce que chaque année, on a des erreurs, des étudiants qui voulaient rentrer en archi et qui ont coché paysage, ou l'inverse. Et Parcoursup est intraitable, on ne pourra pas vous rechanger de filière après. Donc faites bien attention quand vous faites vos vœux. Ce n'est pas l'école que vous choisissez, c'est la formation. C'est clair, hein, c'est bien vu ça. Ok. Voilà. Donc l'examen des candidatures, il va se faire à partir du 8 avril et on vous enverra les convocations à partir de début mai pour une journée d'admission qui se déroulera le 15 mai. Voilà. Donc 2 phases pour le recrutement, l'admissibilité qui se fait exclusivement par Parcoursup, puis la phase d'admission qu'on va voir après. Donc l'école, pour des raisons surtout en fait de logistique, hein, et puis aussi pour faire une première sélection. Donc en architecture, 540 étudiants vont être présélectionnés, donc vont être autorisés à aller au-delà. Ces 540 étudiants, ils sont recrutés, ils sont sélectionnés sur 2 critères principaux, surtout un d'ailleurs qui est quantitatif, c'est vos résultats scolaires. Donc les résultats scolaires dans les matières sélectionnées par l'école. Là aussi, les matières sélectionnées sont différentes dans chaque école d'archi en France. Hein. Donc, en fonction de vos appétences, de vos réussites, et vous pouvez regarder quelles sont celles qui vous semblent le plus compatibles avec vos compétences. Donc, les notes, on prend les notes du baccalauréat quand il y a eu déjà des épreuves anticipées, plus les notes de première et de terminale, qui sont sur les bulletins. Voilà. Pour les candidats bacheliers, bien sûr, on prend toutes les notes du bac, toutes les notes obtenues au bac.
Alors, je disais qu'il y a aussi des critères qualitatifs. En fait, ils sont issus de la fiche Avenir. Je ne sais pas si vous en êtes déjà là dans les... Alors, la fiche Avenir, elle est en fait rédigée par le lycée dans lequel vous êtes, soit par le proviseur, soit par le prof principal, ça dépend des lycées. Et donc, voilà, il y a 5 compétences que le lycée est censé valider pour vous. La méthode de travail, l'autonomie, l'engagement citoyen, la capacité à s'investir, la capacité à réussir dans la formation. Donc, les lycées mettent des appréciations. Nous, on traduit les appréciations par des notes et ça fait une note supplémentaire qui intervient dans le calcul de votre moyenne. En archi, on ne demande pas de lettre de motivation. Donc, la lettre de motivation, enfin si, on vous la demande en fait, mais elle est pas utile, pardon. On vous la demande, mais elle n'est pas utile pour la première phase. C'est les enseignants qui en disposeront, les enseignants qui pratiqueront les entretiens en fait. Dans la première phase, c'est vraiment l'algorithme Parcoursup qui va marcher tout seul. Alors on va distinguer un petit peu si vous voulez ou si vous pas, je sais pas. On va le faire rapidement, en tous les cas. Donc, pour la voie générale, ce qu'on a retenu, ce que l'école d'archi de Bordeaux, je redis bien, c'est l'école d'archi de Bordeaux, a retenu comme critère, donc c'est certains enseignements communs, pas tous, français, enseignement scientifique, philosophie, histoire géo et langue vivante, et ça va être en coefficient 3. Donc, ce n'est pas du tout les coefficients qui sont appliqués dans vos lycées, dans les filières que vous avez choisies. Ces enseignements-là sont en coefficient 3. Ensuite, toutes les spécialités sont retenues. Donc là, allez-y, vous n'avez pas de choix particulier de spécialité à faire. Si vous êtes, je crois qu'il y a des étudiants qui sont en première encore, des élèves de première. Donc allez-y, faites des choses qui vous intéressent surtout et dans lesquelles vous brillez, ça sera toujours mieux, vous aurez une meilleure note et aux entretiens, ça sera toujours valorisable par vous. Donc ça, toutes les spécialités sont retenues en coefficient 2 et tous les enseignements optionnels, pareil, mais là, coefficient 1. Voilà, à partir de tous ces enseignements, on fait une moyenne. Donc j'aurais dit, c'est pas du tout la moyenne de vos bulletins, c'est pas la moyenne du bac, c'est cette moyenne qui va marcher. Pour les enseignements, la voie technologique, c'est à peu près la même chose, un petit peu différent quand même, puisque les enseignements communs, c'est coefficient 1. Certaines spécialités, là par contre, seulement certaines sont retenues, c'est STD2A et STI2D. Voilà, ça c'est coefficient 2. Alors effectivement, ce sont des filières qui sont plus liées à l'architecture. Bon, les autres séries, vous pouvez quand même candidater, bien sûr, mais du coup, on va prendre que les enseignements communs et non plus les spécialités. Et pareil pour les optionnels, on retient tous les optionnels. Donc là aussi, n'hésitez pas à faire des optionnels divers et variés, ils enrichissent vraiment votre parcours et c'est toujours super intéressant, notamment au moment de l'entretien. La voie professionnelle, on retient dans les enseignements communs français, mathématiques, histoire géo, langue vivante, coefficient 1. Les spécialités retenues, construction durable bâtiment et travaux publics, études et modélisation numérique du bâtiment, industrie graphique et de la communication, ça c'est coefficient 2. Et toutes les autres spécialités sont en coefficient 1. Ok, pas de questions? C'est clair? Ouais. Voilà. Donc 540 candidats, les 540 premiers candidats qui vont sortir de notre machine Parcoursup, seront reçus donc le mercredi 15 mai à l'école de Bordeaux pour un entretien. Les entretiens se déroulent à l'école, il dure 20 minutes. Les jurys sont constitués de 2 enseignants, toujours un enseignant architecte et un enseignant d'une autre discipline. Et c'est surtout un entretien de motivation. Voilà. Donc, ce que je disais tout à l'heure, on recrute 110 étudiants, mais par Parcoursup seulement 95, puisque quelques places sont réservées pour les étudiants qui arrivent d'autres horizons, d'autres expériences universitaires ou techniques. Voilà. Donc, les 3 critères que les enseignants sont censés appliquer, c'est donc, enfin pas sont censés, ils les appliquent de toute façon, la qualité de la présentation orale, la motivation du candidat pour les études d'archi et l'ouverture d'esprit et la curiosité intellectuelle.
n'attend pas de vous que vous ayez déjà un savoir incroyable, que vous sachiez dessiner, que vous soyez bon construit, que voilà. Donc on sait que vous arrivez comme des bébés, voilà, et les enseignants considèrent qu'ils vont vous apprendre tout. Donc pas de souci là-dessus, donc pas de frein. On a souvent beaucoup de questions, mais je sais pas du tout dessiner, c'est pas grave. Je suis nulle en maths, c'est pas grave. Voilà, enlevez-vous toutes les barrières possibles, mais soyez motivés et préparez votre entretien. Je pense que je vais passer la parole aux enseignants parce qu'ils les vivent ces entretiens. Donc votre curiosité d'esprit et surtout ce que je vous engage à faire, c'est vraiment de le préparer. Dans le cadre du grand oral, on l'a dit tout à l'heure, vous avez un petit apprentissage à cette préparation et je vous engage vraiment à le faire, quoi. Il faut que vous arriviez en sachant quoi dire quand même, en sachant qui vous êtes, ce que vous pouvez apporter, ce que vous avez envie de faire. Enfin voilà, les enseignants vont beaucoup vous aider, hein, ça c'est sûr, parce que c'est pas du tout quelque chose, c'est pas un grand oral de Sciences Po. Mais ceci dit, si votre présentation est bonne, c'est vraiment un point supplémentaire. Mais là-dessus, je vais vous laisser vous exprimer, je pense que c'est important. Oui, rapidement, c'est vrai que cet oral, je veux dire, nous on est toujours donc en binôme, aussi pour avoir un avis commun, parce que toutes les personnes, vous imaginez que les 500 candidats, c'est que des bons dossiers. Donc déjà, nous de l'autre côté, il faut qu'on se fasse un avis sur 500 bons dossiers. De là, c'est vraiment préparer la présentation, mais pas non plus l'apprendre par cœur, parce que ça, c'est quelque chose que, je veux dire, qu'on voit. Ce que je veux dire, c'est plutôt le faire avec le cœur. Et ça, c'est vraiment très important, c'est parler de vous, parler de votre curiosité, de vos passions, vos hobbies, de l'intérêt pour l'architecture et pour l'école d'architecture, mais au sens large, c'est-à-dire la construction, la sociologie, la politique, l'écologie. Et vraiment, aller chercher des choses au plus profond de vous, et qui viennent de sensations, de souvenirs, d'anecdotes, d'atmosphères liées à l'espace. Je suis absolument d'accord avec ça. Pour rentrer dans l'école, forcément, vous êtes bons élèves. Donc, pour réussir l'entretien, oubliez que vous êtes bons élèves et parlez de vous. Ne cherchez pas ce qu'on veut entendre. Ce qu'on veut entendre, ça va nous ennuyer. On ne sait pas ce qu'on veut entendre. Ce qu'on veut entendre, c'est quelque chose de pas trop formaté. Donc, ça veut dire qu'il parle vraiment des raisons que vous avez. Par exemple, il suffit pas de dire, pour qu'on coche la case super motivé, il suffit pas de dire je suis super motivé depuis tout petit ou toute petite, je voulais être architecte. Parce que finalement, concrètement, ça veut pas dire grand chose. Et quelqu'un qui est tombé dedans il y a 6 mois, mais qui peut nous en parler en nous disant j'ai vu tel film et ça m'a éveillé tel truc et je me suis rendu compte que, et ça fait que 6 mois, mais c'est aussi, enfin, c'est tout à fait valable. Donc, c'est vraiment de partir de ce qui est important pour vous et pourquoi vous avez envie de faire ces études tranquillement. Oui, du coup, alors pour moi, ma lettre de motivation, je l'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça, du coup l'année dernière. C'est vrai que du coup, dans cette lettre de motivation, j'avais plutôt parlé, donc moi déjà, j'avais un cursus derrière. J'avais parlé du coup de mes expériences passées, des stages que j'avais pu faire. J'avais par exemple fait un stage de dans une grosse agence, donc c'est vrai que c'est quand même assez bien de le faire valoir, de montrer qu'on a de la technique, qu'on sait des choses pour entrer en deuxième année, qui n'est pas pareil que pour entrer en première année, mais voilà, montrer que vous avez une certaine curiosité, que vous voulez faire les choses, que vous voulez bien les faire, que vous vous posez des questions sur votre environnement, ce que vous voyez à côté de vous, et que voilà, vous avez envie en fait de faire, et que vous êtes éveillé sur le monde qui vous entoure. Oui, vous pouvez parler de 1, 2, ok. Donc, vous pouvez vraiment parler de beaucoup de choses, je sais pas, d'un livre que vous avez lu, qui vous a inspiré, qui n'a pas forcément de lien direct avec l'architecture. Ça peut être une exposition aussi que vous avez pu visiter, un musée, un voyage. Parlez vraiment de ce qui vous inspire dans la vie, que ça ait un rapport direct ou non avec l'architecture. De toute façon, il y aura toujours un rapport avec l'architecture quelque part. Mais vraiment parler de choses que vous aimez faire dans la vie, de vos passions, de votre engagement, si vous êtes engagé dans des associations, si vous avez travaillé aussi avant, si vous avez l'occasion aussi de faire des petits stages d'observation, il n'est jamais trop tard. Je sais que j'en avais fait un en terminale de 1 semaine ou 2 dans une agence, histoire de me faire un petit avis, et j'avais pu en parler à l'entretien. Vraiment, vous pouvez parler de tellement de choses variées que tant que c'est personnel et que ça vous ressemble et que vous êtes naturel, c'est ce qui importe en fait. Qu'on apprenne à vous connaître et
Voilà, je sais pas si je peux... Surtout, vous êtes tous différents, donc essayez de montrer que vous avez cette différence, que vous avez un parcours qui fait que vous allez être la personne qu'on va prendre, enfin que vous allez prendre, pas moi. Mais du coup, voilà, montrer que vous avez une singularité, que vous posez des questions sur votre environnement. Je pense que c'est la plus grande des richesses, du coup, de se poser des questions sur n'importe quelle chose. Ça peut être sur des escaliers, ça peut être sur un plafond, enfin, ça peut être sur énormément de choses, mais sur la société exactement, et montrer que voilà, vous en avez envie et que vous voulez faire les choses. Et surtout, entrer en école d'architecture, c'est surtout un engagement qu'il ne faut pas prendre à la légère. Ça demande quand même des sacrifices. Ça demande d'être engagé dans ce qu'on fait et de vouloir le faire. Et je pense qu'il n'y a pas de plus belles études, honnêtement, que de venir ici. Et voilà. Quand je parle de sacrifice, c'est par exemple, du coup, quand on est proche du rendu. Comment ? Ouais, en gros, ouais, voilà, c'est en fait de faire des sacrifices. Par exemple, proche du rendu, peut-être un peu moins dormir, peut-être pas dormir, mais c'est quelque chose qui arrive. Et après, au final, en fait, vous êtes tellement fiers de vous que vous allez le faire avec plaisir. Et voilà, bon, sacrifier quelques week-ends, sacrifier quelques anniversaires, mais vous le faites avec le sourire, donc voilà. Permettez-moi d'intervenir pour apporter une vision légèrement différente. Alors, d'abord, je disais à ma collaboratrice Marie-Elisabeth qu'il ne faut pas dire je suis nul en maths, c'est pas grave. C'est pas bien d'être nul en maths, donc c'est pas. En tout cas, ça peut pas être un porte-drapeau, ça peut pas être un étendard. Donc, certains sont pas très forts en maths ou n'aiment pas trop les maths, mais ça n'empêche pas de rentrer dans une école d'architecture. Mais il y aura des maths, et donc il faut quand même avoir une certaine appétence pour en faire un tout petit peu. En tout cas, faut pas s'en vanter. Donc voilà, je voulais moduler ça. Il faut être bon dans beaucoup de matières. Hein. Faut maîtriser un peu de physique, un peu de mathématiques, des arts plastiques, de l'histoire, de la sociologie. Vous avez vu beaucoup de choses. Et par rapport à la quantité de travail, bon, évidemment, c'est des études qui sont exigeantes. Il n'y a pas de doute. C'est des études dans lesquelles il faut beaucoup travailler. Il n'y a pas de doute. Il y a beaucoup d'heures de cours. Il y a beaucoup d'exigences. Il y a beaucoup de travail. Néanmoins, moi comme directeur, le ministère de la Culture comme responsable de l'ensemble des écoles, l'enseignement supérieur, on est très attentif à ce que ça ne soit pas excessif. Voilà, il y a beaucoup de sujets autour de la santé des jeunes, de la santé des étudiants, santé physique. C'est des micros qu'il faut secouer, c'est une nouvelle sorte de micro, il faut les secouer pour qu'ils redémarrent. Et donc, évidemment, en période de rendu, on va travailler plus tard, etc. Mais en tout cas, la tradition, la culture de la charrette, qui vient de très loin, dans les écoles d'architecture de paysage, une culture qui tend à disparaître et qui, de mon point de vue, je l'assume, n'est pas bonne. Et donc, on travaille avec les enseignants de manière à ce que le rendu soit planifié, organisé et n'entraîne pas de dérive. Parce que c'est pas bon pour la santé des étudiants. Donc oui, beaucoup de travail et beaucoup de plaisir. Parfois aussi, quand même, des fois, c'est un peu dur. Donc tout le monde n'est pas forcément toujours super heureux d'avoir passé une nuit blanche. Parfois, certains d'ailleurs n'ont pas des bonnes notes aussi à des projets, donc c'est pas non plus toujours de. Voilà. En tout cas, on fait en sorte de veiller à ce que ce travail reste dans des dimensions raisonnables et en tout cas n'altère pas la santé des étudiants. On y est très attentif, on est mobilisé. Tous les enseignements supérieurs de Bordeaux, de l'Université de Bordeaux, voilà, on est très attentif à ça. Vous permettez que je modère votre propos. Moi, je vais aller dans le même sens. C'est vrai que quand moi j'ai fait les études il y a 30 ans, il y avait une espèce de culture comme ça de la charrette où il fallait passer des nuits blanches, voilà. Personnellement, moi j'en ai jamais passé parce que je suis nulle après une nuit blanche et complètement déprimée, donc c'est même pas la peine. Mais par contre, moi ce que j'essaye d'apprendre à mes étudiants, c'est être efficace, c'est être organisé, c'est être plutôt des coureurs de fond que des sprinteurs et de s'y prendre à temps et de faire du rétropédalage, du rétroplanning, etc. de manière à avoir une certaine densité de travail, ça c'est clair. Parce que de toute façon, ça prend du temps de réfléchir, d'avoir des bonnes idées. Ça prend vachement de temps de faire une maquette. Donc, on a besoin de temps pour faire, pour produire, pour réfléchir et pour produire. Mais par contre, effectivement, je suis absolument opposée à ces espèces
nuits blanches et de trucs délirants. Enfin voilà, on fait vraiment attention. Forcément, on ne nous encourage pas à la culture de la charrette. Donc, la culture de la charrette, c'est de ne pas dormir pendant une nuit. Mais forcément, après, quand vous êtes tellement porté par votre projet, vous avez vraiment envie de bien faire. Et forcément, vous oubliez un peu de dormir. Mais au final, c'est des études qu'on aime beaucoup. Et que vous n'êtes pas obligé de ne pas dormir pendant une nuit. C'est juste aimer aller au fond du projet. Oui, c'est vrai qu'on voit quand même qu'il y a une évolution. Les profs nous poussent moins à cette culture de la charrette. Mais en fait, il y a aussi ce truc très chronophage où les enseignants vont nous fixer des limites. Et nous, des fois, on a envie de dépasser un peu ces limites-là. On se met la pression à nous-mêmes. Donc, c'est pas forcément non plus une pression qui vient des enseignements. Et après aussi, il y a on va dire l'organisation qui est difficile à mettre en place en école d'archi. Donc moi je sais qu'au début en L1, L2, je faisais beaucoup de charrettes parce que j'arrivais pas bien à organiser mes semaines, mes soirées, et au fur et à mesure en fait ça s'installe et de plus en plus j'arrive à dormir alors qu'il y a de plus en plus de travail. Donc rien n'est perdu et on est là aussi. On est là aussi pour ça, pour s'améliorer dans d'autres choses, de s'organiser différemment et ça vient petit à petit. Il ne faut pas non plus s'inquiéter de vous dire que vous êtes complètement désorganisé et que ça va être catastrophique. Non, ça va venir au fur et à mesure et puis voilà. Puis ça se fait. Voilà. Oui, voilà, il faut savoir prendre le pli et savoir gérer son temps. Savoir aussi combien de temps les choses vont nous prendre. De pas se dire qu'une maquette, ça sera fait en 1 heure. Ça, c'est pas possible. Mais de savoir que les choses prennent du temps et après, c'est du plaisir. Des questions sur Parcoursup, des choses un peu techniques, puisque maintenant les associations vont se présenter et vous allez voir qu'on a une vie étudiante très riche à l'école. Sinon, juste s'il y a quelques petits points particuliers sur Parcoursup. Non ? C'était clair ? Ah non, allez-y. Le choix, comment vous faites la sélection entre les 540 qui sont à l'entretien et les 95 ? Alors ils sont classés, tout simplement. Vous récupérez la note, il y a une note à l'entretien qui vient se rajouter à la note du début. Non, en fait, on fait pas une note. Les enseignants, on leur demande de choisir 3 étudiants qui veulent absolument voir rentrer à l'école. Ceux-là, on les prend d'office. Et ensuite, les autres, on les reclasse en fait en fonction de leur note Parcoursup. Voilà. Et donc tout le monde est classé. Hein. Et ça, je l'ai pas dit, mais honnêtement, on va très très loin dans la liste complémentaire. Donc c'est pas parce que le jour des réponses Parcoursup vous avez pas Bordeaux, enfin vous n'avez pas notre école que vous l'aurez pas. Franchement. Le Parcoursup nous alimente en étudiants. En fait, il y a plein d'étudiants qui font plein de choix, donc tout le monde ne vient pas à Bordeaux. Donc jusqu'au mois de cette année, on a reçu notre dernier étudiant début septembre. Voilà. On va vraiment très très loin dans la liste d'attente, donc je pense qu'il faut quand même être très confiant. Voilà. On dit non à peu de monde. Enfin, si, c'est plutôt les étudiants qui nous disent non que l'inverse. C'est hyper paradoxal, mais voilà. Je vous laisse la parole. Enfin, sauf s'il y a d'autres questions Parcoursup. Ouais. Si on est admis éventuellement en première année, mais pas à Bordeaux, par exemple à Toulouse, oui. Est-ce que c'est possible en deuxième année de... Alors en principe, non. En principe, les transferts, ça s'appelle les transferts comme au foot, les transferts se font en fin de cycle. Donc à la fin de la licence, vous pouvez demander votre transfert dans n'importe quelle autre école d'archi de France. Alors pour des raisons impérieuses, si on étudie quand même les dossiers, mais il faut que ce soit une raison vraiment impérieuse et importante pour changer d'école en cours de cycle. Voilà. Ça peut arriver, mais franchement, c'est pas la règle. Hein. C'est pas du tout la règle. En tous les cas, moi, je vous invite à faire plusieurs choix d'école d'archi. On l'a dit, c'est des critères un peu différents dans chaque école, donc ça peut jouer à pas grand-chose. Et vous pouvez ne pas être pris à Bordeaux, mais être pris ailleurs, et inversement, ne pas être pris ailleurs et être pris à Bordeaux. C'est les mystères Parcoursup. Oui, je vois. Oui, bonjour. J'avais une question par rapport à ceux qui sont en Bac+2. Oui. Si, admettons, les notes du lycée elles sont en grand décalage avec les notes, par exemple, en BTS, dû à des problématiques particulières,
Est-ce qu'il y a quand même possibilité de... Enfin, est-ce qu'elles vont être vues, ces notes d'études supérieures, ou est-ce que ça va être uniquement basé sur les notes du lycée? Si vous êtes diplômé, si vous avez votre BTS, c'est un diplôme, du coup, c'est un recrutement VAE, pas par Parcoursup. Donc, bien sûr, c'est votre dossier de l'enseignement supérieur qui va être regardé, oui. Parce que c'était, vu qu'il y avait un tableau, il y avait ceux qui étaient déjà bacheliers, ils reprenaient les notes du lycée. C'est pour ceux qui n'ont pas... On peut être bachelier déjà, mais ne pas être dans d'autres études et ne rien avoir validé. À partir du moment où vous validez un autre diplôme, que ce soit un BTS, un DUT, enfin, je ne sais pas si ça existe encore, je crois, enfin, ou une licence, à ce moment-là, c'est votre dossier universitaire qu'on va examiner, plus le dossier bac. Ok, merci. Bonjour, je voulais savoir quelle était la part de la note qualitative dans l'algorithme que vous utilisez. 10%, c'est très peu. D'accord. Ouais. Ok, merci. Qualitative, la fiche à venir. Ouais, c'est vraiment très très faible. Pardon. Ah, il y a des questions dans les autres amphis, peut-être. Je demande mes collègues, elles sont dans les amphis, c'est ça? Mes collègues des autres amphis, avez-vous des questions? Non. Ok, du coup, je passe la parole. Puis, de toute façon, on est là après. Si des questions vous viennent à l'esprit, je suis là à la fin. À la pyramide, il y a encore mes collègues. Donc, pas de problème. Si vous avez des questions un peu plus tard, c'est pas grave. Je vais passer la parole aux associations étudiantes. Une dernière question, alors allez-y. Peut-être de la moyenne avec laquelle on a plus de chances d'être pris. Non, j'aime pas dire ça. C'est-à-dire que la moyenne. Voilà, oui, l'année dernière, les étudiants qui ont intégré l'école avaient une moyenne. Mais alors, c'est pas la moyenne de ce que vous avez au bac, on est d'accord. C'est la moyenne C'était autour de 16. Ouais, voilà. Mais c'était l'année dernière, ça veut rien dire. Et je vous dis, ça n'a rien à voir avec la moyenne que vous avez en ce moment, puisque nous, on n'applique pas les coefficients, on ne prend pas toutes les notes en compte. Voilà. Hein. Mais c'était autour de 16, ouais. Mais c'est énervant. Parce que c'est une question qu'on a très souvent, cette question de moyenne ou pas, ça ne veut pas dire que si aujourd'hui vous avez autour de 13 ou 14, il ne faut pas postuler, hein, c'est surtout pas ça, quoi. Donc là, il faut vraiment, je veux dire, y aller, il n'y a pas un seuil en dessous duquel vous n'êtes pas pris. Là, ce que dit Mabé, c'est des gens qui ont été pris, au final, ça a donné cette moyenne-là. C'est pour ça que l'année dernière, donc l'année prochaine, c'est peut-être plus, c'est peut-être moins. Et c'est aussi pour ça qu'on vous encourage à faire des candidatures dans plusieurs écoles d'archi. Également parce que ça peut vous aider à répéter l'oral. Et il n'y a rien de mieux qu'un vrai oral pour, au bout du 3e, on est bien aguerri, on a moins le trac, etc. Et c'est important. Bonjour. On va vous présenter maintenant les associations de l'école. C'est pas fini. Ah oui. Ceux qui étaient déjà là ce matin, c'est bon, mais les autres... Alors, donc, avec Émile, on vous représente le BDE de l'école, donc c'est le bureau des étudiants. En gros, c'est nous qui gérons la vie étudiante et qui faisons en sorte qu'elle soit dynamique. Donc on organise plein d'événements. L'élément le plus marquant pour vous dans votre scolarité, si vous êtes pris ici, c'est la coopérative. C'est ce qui est en place à la pyramide, là où vous êtes allé récupérer votre repas ce midi si vous avez mangé avec nous. C'est un endroit où on va vendre du carton, des fournitures, etc. à un prix très proche du prix des fournisseurs. Donc c'est assez avantageux pour vous parce que ce sont des études qui malgré tout coûtent en termes de matériaux pour vos maquettes, etc. On va également s'occuper de soirées, évidemment. Donc on a une semaine de campagne. Nous, on est là pour 1 an. Donc si jamais vous êtes pris, ce sera plus nous le BDE. On va devoir réélire une liste. Donc il y a une semaine de campagne qui est mise en place avec des soirées, des défis, etc. Donc ici, vous voyez le comptoir de la COP. On prépare des repas, 1 repas par mois, et des séances de tutorat, si jamais il y a des problèmes avec vos partiels, par exemple. Et vous avez ici le Instagram, si vous voulez suivre nos actualités. Bon, je fais pas partie de l'asso, mais ils sont pas là. Donc je vais peut-être dire un petit mot pour eux. C'est Petit Panier Pinard Épaté. Heureusement que ça écrit. Nous, on l'appelle PPPPP, quelque chose comme ça.
Et en fait, c'est une asso qui a la culture du bon vivant et du savoir-vivre. Donc là, ils font la sieste, c'est pour ça qu'ils sont pas là d'ailleurs. Mais en gros, ils proposent à la vente des paniers avec des produits régionaux. Donc ils vendent du vin à Bordeaux, c'est emblématique, du jambon, et ils organisent aussi des after-work où ils proposent justement des bons produits. Voilà. Suivez-les sur Instagram, je pense que ça parlera plus que mon intervention. BDS. Maintenant qu'on a parlé de manger un petit peu, on va parler de sport, parce que forcément à l'école, je ne sais pas si vous avez déjà pu voir un petit peu dans la pyramide. On est présent pour un stand, le micro marche plus, je vais parler comme ça. Bon, c'est moi qui marche pas. Donc on est l'association de sport de l'école, c'est nous qui allons gérer un petit peu toute la partie sportive, que ce soit sport universitaire ou les événements internes qu'on va voir juste après. À l'école, on propose 7 sports à l'entraînement. Donc on va avoir le foot, le hand, le basket, le volley, le rugby, le badminton et du cheerleading. Tous ces sports-là, ils vont être proposés. Nous, ce qu'on présente, c'est vraiment les sports où on est sûr de pouvoir donner un contenu assez qualitatif, donc c'est-à-dire avec des créneaux d'entraînement qui sont réservés dans les salles de Talence, donc au COSEC notamment, et des entraîneurs qui vont assurer les séances. On est en capacité aussi de proposer d'autres sports, donc comme notamment la course, mais par contre, il y a des groupes de course qui vont se former à l'intérieur de l'école, et malheureusement, on n'a personne qui est en capacité d'assurer un entraînement. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas proposer cette activité avec le BDS, parce que forcément, on n'est pas en capacité de proposer un contenu assez qualitatif. Les entraînements, ça va être certainement le dimanche soir, parce que c'est le créneau qui nous arrange le plus au niveau de l'emploi du temps. Et les créneaux... on change. Et c'est les créneaux qu'on arrive surtout à réserver. Ils sont tous les deux allumés. On va parler comme ça. C'est... C'est normal, c'est moi qui parle. Donc c'est les créneaux qu'on arrive à réserver puisque c'est les salles qui sont communes à tous les enseignements de Bordeaux. Donc voilà, les entraînements sont le dimanche soir, les matchs c'est certainement le jeudi après-midi. C'est bon, ça m'énerve. C'est le jeudi après-midi parce qu'on a des créneaux qui sont banalisés par l'école pour nous permettre justement d'aller à ces matchs. Et je vais laisser Mathis vous présenter le gros événement qui est également présent à l'année. Oui, et juste, les entraînements, du coup, c'est pas des entraîneurs, c'est nous, c'est tous les étudiants qui font du sport à côté aussi et qui se sentent capables d'entraîner les groupes. Donc c'est les étudiants, en fait, tout simplement, qui prennent en charge les entraînements. Et en fait, donc, soit on peut inscrire une équipe en universitaire si on est assez, pas forcément déclarer forfait, donc ça sert à rien. Donc il y a le championnat universitaire à l'année, mais à la fin de l'année, en fait, il y a une grosse compétition de sport inter-école. C'est le deuxième plus gros événement sportif de France. C'est les Archipiades, du coup c'est une compétition sportive qui regroupe toutes les écoles d'architecture. On se retrouve à 3000 personnes à peu près sur site, sur 3 jours, donc on pratique 7 sports. Il y a tous les sports sauf le badminton. Voilà. Et en fait, nous, on est la deuxième plus grosse école qui se déplace. Cette année, on est arrivé à 168 personnes. C'est énorme sur 3000. C'est quand même assez important. Et évidemment, je ne sais pas si vous avez vu notre stand, mais on a gagné quand même, on est champion en titre. Voilà. Et du coup... ça c'est juste quelques photos. On n'entend pas. Du coup ça c'est juste quelques photos des événements, enfin de l'événement. On a fait une petite expo derrière notre stand dans la pyramide. C'est des photos qui sont prises par l'asso photo aussi de l'école qui nous suivent du coup sur notamment les Archipiades. Et c'est eux aussi qui font nos teasers, enfin nos vidéos de l'événement. Et là du coup ça fonctionne pas. On va juste vous mettre, même s'il n'y a pas de son, juste une petite vidéo teaser de l'événement. Et vous pourrez dans tous les cas aller les chercher sur YouTube. Allez, hop.
C'est du coup les Archipiades, donc ça dépend des éditions. J'avais mis quoi ce matin? Ah oui. Donc là, la dernière, c'était la 9. Et là, du coup, c'était l'édition à Bordeaux qu'on a gagnée également, du coup, il y a 3 ans. Oui, du coup, je vais mettre la vidéo en direct parce qu'il n'y a pas de son. Donc c'est juste, du coup, juste pour vous montrer un petit peu comment l'ambiance qu'on peut avoir sur ces 3 jours. Enfin, ces 3 jours intenses, remplis de sport, d'émotions. Enfin, franchement, à chaque fois qu'on rentre des Archipiades, c'est le gros down quand on est en dépression parce que c'est vraiment incroyable. Du coup, c'est 3 jours, donc c'est full compétition. Il y a des phases de poule, il y a les phases finales. Et à la fin, on se retrouve pour une grosse soirée, du coup, à 3000 personnes. Enfin, c'est génial. On rencontre, au-delà du sport, on rencontre énormément d'étudiants de toute école et de toute formation, puisque du coup, on peut aussi rencontrer des paysagistes où la formation n'est pas partout. Du coup, si vous voulez voir d'autres vidéos et les vrais films complets, où il y a des choses que ici on ne peut pas vous montrer, et bien vous pourrez aller sur YouTube. Voilà. Et suivez-nous évidemment sur Instagram. Après le sport, un petit peu de culture. Donc l'association qui s'appelle Culture, qui va recouvrir un petit peu tout ce qui est culturel, notamment le cinéma, la musique, mais l'architecture et le paysage. Quelque chose qu'on fait, c'est des conférences concept où on a des intervenants externes comme des agences d'archi, des collectifs, des agences de paysage qui viennent présenter des projets ou leur agence. On fait aussi... bon, pas tout de suite. On a un club qui a un partenariat avec un cinéma, l'Utopia à Bordeaux, qui va proposer des places de cinéma à des prix extrêmement favorables pour les étudiants. On a des partenariats aussi avec une salle de concert, le Krakatoa. On a pas mal de nouvelles choses qui arrivent. Comment ? Et voilà. Mais peut-être plus d'informations. On a aussi la branche photo dont Mathis parlait qui recouvre les événements. Donc si vous avez un appareil photo et que vous aimez faire de la photo, c'est ouvert à tout le monde. On a la radio de l'école qui s'appelle Entrevue. Peut-être que vous pouvez en parler. Nous, on s'occupe plutôt on fait des podcasts où on va interviewer des agences d'archi ou de paysage et on le fait dans un format plus agréable, Sur un format un peu sérieux, ouais. On a la chance à l'école d'avoir un studio d'enregistrement, donc on le mobilise et du coup on reçoit des agences d'archi, de paysage ou même des artistes et on arrive avec notre regard d'étudiant et on leur pose des questions sur leur vie professionnelle en fait. Et ça c'est disponible du coup sur toutes les plateformes de streaming. Un petit moment promo. Mais on a aussi des formats un peu plus détendus, on est présent sur Instagram, donc... Flashé, deuxième instant promo, où on a des formats un peu plus décontractés, où on suit la vie de l'école, voilà. Mais venez découvrir sur Instagram, c'est intéressant. Et à la pyramide, on est là aussi pour répondre à toutes vos questions. Le Instagram de Culture, si vous voulez suivre, c'est vraiment ouvert à tout le monde, même pas besoin de s'investir à 100% tout le temps. Vous avez un projet qui touche à la culture, vous avez besoin d'aide et de financement, on est ouvert à absolument tout le monde. Hop là. Nous, on est l'association Anemo et on propose des activités en lien avec l'océan Atlantique, puisque c'est la particularité aussi de notre école, celle d'être à 1 heure de certains spots de surf. Donc, on a repris le flambeau de Paul et Gabriel qui ont été diplômés cette année, qui proposaient plutôt des activités liées autour de la voile. Ils ont participé à la course de l'EDEC avec un équipage de l'école. Et donc eux, c'était plutôt sur le bassin d'Arcachon, les sorties qu'ils proposaient. Donc là, la planche à voile. Et donc nous, on va proposer des sorties plutôt ciblées autour du surf. Donc oui, en début d'année, là, on a pu proposer pour la première fois une sortie surf à Lacano. Donc on était un groupe de 20 participants qui étaient de à peu près toutes les promos mélangées et qui avaient de tout niveau. Mais honnêtement, il y avait plus de débutants que de confirmés. Mais justement, nous, on a pu donner un petit cours de surf en début de session et on a pu aussi avoir le matériel grâce au Lacano Surf Club
qui nous ont fourni donc les combis, les planches, etc. Et puis voilà, en fin de journée, on a fait un petit sunset. C'était assez sympa, on s'est posé et tout le monde a plutôt aimé le moment. Et là, on aimerait bien refaire une sortie en fin d'année, pareil, à la Cano. Et là, vous avez juste ici le compte Instagram. Si vous voulez aller voir, on poste pas souvent, mais c'est un compte Instagram assez sympa, donc on vous laisse aller voir ça. Voilà, merci. Il n'y a personne pour présenter Zaos, donc on va essayer de faire de notre mieux, même si on ne maîtrise pas tout. Alors Zaos, c'est l'association du potager. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est entre les ateliers là-bas. Bon, c'est pas le meilleur moment pour le voir. Ils louent des parcelles. Pardon, c'est la mauvaise période. C'est 5 € pour une parcelle. Ils font des soirées barbecue, par exemple. Des sorties qu'ils appellent hors les murs. Ils font différents ateliers, comme des ateliers de semis. Ils vendent des plantes ou de la nourriture. Ils font des bars en plein air dans leur potager. Et ils font également des ateliers de construction, que ce soit de cabanes ou de compost. Voilà. Ah, il y a aussi Canopé. Bon, Canopé, c'est une petite branche de l'asso Zaos et elle s'occupe plutôt de ces questions de recyclage et tout, parce qu'à l'école, il y a beaucoup de il y a beaucoup de cartons qu'on va jeter, et donc ils essaient de trouver des solutions. Voilà, donc c'est juste une petite branche. Alors, l'UFEB, c'est une association à l'échelle nationale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas présente uniquement dans l'école de Bordeaux, elle est présente dans toutes les écoles de paysage en francophonie, donc en Belgique, en France. Il y a des ENSAP, comme l'ENSAP Bordeaux et l'ENSAP Lille. Il y a des écoles uniquement de paysage, comme celle de Versailles, de Marseille, de Angers et de Blois. Et puis ensuite, en Belgique, il y en a une aussi. Donc, tout comme les archiviades que vous avez vues tout à l'heure, il y a des événements inter-écoles de paysage qui sont organisés par cette association qui s'appelle l'UFEP. Et donc ils font des différents workshops, des week-ends, des choses vraiment entre étudiants qui permettent de se rencontrer. Et voilà, vous avez leur Instagram, aussi leur réseau. Et ça me permet de faire une super transition du coup avec une autre association nationale, cette fois-ci pour les étudiants en architecture, donc, que je représente. Donc, moi je ne suis pas étudiant à Bordeaux, je suis étudiant à l'ENSA Versailles et je fais partie de l'Union nationale des étudiants en architecture et paysage avec Yelena qui est ici. Je vais juste brancher ma clé USB. Tiens. Donc une association de représentation à portée nationale, donc nous représentons les 23 écoles d'architecture, donc en comptant aussi la Réunion maintenant qui est une école indépendante, et nous organisons... Ah, c'est ok, c'est bon, il faut le secouer. Donc nous représentons tous les étudiants des écoles d'architecture sous notre slogan, 3 mots clés qui sont soutenir, unir et représenter. Et donc pour ce faire, toutes les écoles d'architecture de France, d'ailleurs nous sommes présents à quasiment toutes les JPO, donc on va sûrement se recroiser. Toujours pas. On va sûrement aussi se recroiser tout au long de ces JPO ces prochaines semaines et mois. Et nous proposons différents événements pour représenter les étudiants toute l'année. Je te laisse continuer. En fait, ce qui est vachement chouette, c'est que les études d'archi, vous l'avez vu avec les assos, c'est hyper... on a des assos super cool, on a des projets super chouettes. C'est globalement super comme étude, et du coup moi le truc que je trouve qui manque, c'est qu'on se rende compte pas assez entre écoles, et du coup c'est ça que nous permet l'UNEAB, c'est de se rencontrer entre écoles, de se rencontrer entre étudiants, et en plus aux journées portes ouvertes, ça permet, nous on a notre petite stand, ça permet d'avoir des aperçus plus généraux sur les écoles, des avis sur d'autres écoles qui sont pas forcément celles que vous visitez. Donc on fait des événements de soutien, de formation pour les associations, pour qu'elles puissent se former à la gestion d'une association, parce que quand on est étudiant, on sait pas forcément gérer une trésorerie, gérer un compte d'asso, donc forcément on doit faire des formations. Vas-y, tu peux y aller. Voilà, c'est des images de nos événements dans différentes écoles. On a aussi sur notre Instagram, on republie des concours, on republie des posts en rapport avec, plein de soutien pour les étudiants qui peuvent avoir des informations et retrouver des fiches pratiques sur les écoles, etc. On fait aussi des événements inter-écoles qui sont destinés à tous les étudiants, qui sont gratuits, donc le transport et le logement. Et ça permet à tous les étudiants de toutes les écoles de se rencontrer dans une ENSA, et donc surtout en fait de visiter d'autres écoles, de voir d'autres pédagogies, de voir d'autres façons de faire, d'autres façons d'apprendre. Et c'est ça qui est trop cool, c'est de rencontrer d'autres gens en fait.
Voilà, donc on est en partenariat avec beaucoup d'autres types de réseaux, notamment donc l'UFEP qu'on a vu tout à l'heure, aussi les réseaux des maisons d'architecture, qui est un peu comme nous, mais à l'échelle des architectes déjà diplômés, donc ça permet aussi de rencontrer les architectes, et on a énormément de sujets sur lesquels on fait des enquêtes, des rapports dans toutes les écoles, parce que ça nous permet d'avoir une vision globale. Voilà, on a plein d'infos, donc n'hésitez pas, si jamais vous avez besoin, vous pouvez retourner sur notre Instagram, nous contacter pour avoir des infos sur toutes les écoles, et vous nous recroiserez sûrement à d'autres portes ouvertes, vous verrez nos petits stands. Voilà, merci beaucoup.